Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va voir aujourd'hui, en fait, on avait vu, me semble-t-il, qu'une personne, en fait, notamment, qui violait, et notamment un gérant qui violait une clause statutaire, pouvait voir sa responsabilité engagée, mais que néanmoins l'acte demeurait valable. Et bien, je vous propose en fait d'étudier dès à présent, dans le cadre général de ce cours, ce que l'on appelle la responsabilité des dirigeants. Alors pour cela, on va avoir plusieurs éléments. On va voir la responsabilité civile des dirigeants, la responsabilité fiscale des dirigeants et la responsabilité pénale des dirigeants. J'attire votre attention également sur le fait que dans le cadre général de ce cours, il faudra véritablement, on va mettre en exergue la responsabilité civile des dirigeants. Je ne veux pas dire que la responsabilité fiscale des dirigeants n'est pas importante, mais il y a peu de chances, à mon avis, à mon humble avis, que ça tombe à l'examen, quand bien même, on va quand même le voir succinctement. Et la responsabilité pénale des dirigeants qui va nous permettre en fait de connaître un petit peu, d'avoir une meilleure appréhension sur tout ce qui concerne la responsabilité pénale des dirigeants. J'attire votre attention sur le fait qu'on va voir également ce qu'est une infraction pénale. Et notamment, on verra l'abus de confiance, le recel, on va voir quelques éléments, notamment l'abus de confiance, le recel, l'escroquerie, voire même le faux usage de faux. Mais on va mettre l'accent sur la responsabilité civile des dirigeants, puisque la responsabilité pénale des dirigeants, on le verra un petit peu plus tard dans le cadre général de ce cours. Mais en fait, le but étant de poser déjà les jalons et les bases. Alors, sur la responsabilité civile des dirigeants, ce que l'on peut voir dans le cadre général de ce cours, c'est les conditions de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant et les différentes actions civiles dans le cadre de la SARL, la SNC et la SA. On verra également l'action personnelle et l'action sociale. J'attire votre attention en effet qu'il se peut que suite à une faute de la part d'un dirigeant, un préjudice et un lien de causalité, une faute, qu'une personne puisse subir un préjudice personnel. Auquel cas, on parlera d'action personnelle. Également, s'il y a un préjudice subi par la société, on parlera d'action sociale. Et dans le cadre de l'action sociale, vous avez plusieurs types d'actions. Préjudice personnellement subi par notamment une personne, un associé par exemple. Préjudice subi par la société, on parlera d'action sociale. Donc retenez bien qu'il existe différents types d'actions civiles, action personnelle, action sociale, et on verra notamment qu'il existe l'action ut singulier et l'action ut universi. Alors, sur le rappel, portant sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que la responsabilité civile du dirigeant peut-elle être engagée? Alors pour cela, en fait, on va voir notamment un rappel, notamment que vous avez dû voir peut-être dans le cadre de l'unité d'enseignement numéro 1, sur les fondamentaux du droit, sur l'introduction au droit. C'est-à-dire que lorsque vous avez une faute, un préjudice et un lien de causalité. C'est-à-dire qu'on peut mettre en exergue la responsabilité civile d'une personne dès lors qu'il y a une faute naturellement, un préjudice qui peut être matériel ou moral et un lien de causalité. Le lien de causalité, c'est la faute qui a causé le préjudice. Essayez de vous imaginer, vous me mettez un coup de poing là maintenant. Vous me mettez un coup de poing et vous n'arrivez pas à m'atteindre. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez commis une faute en essayant de me mettre un coup de poing, mais néanmoins, il n'y a pas de préjudice. Mais si vous arrivez à m'atteindre et que vous me cassez le nez, par exemple, il y a un préjudice et la faute engendre un préjudice. Et donc, il y a véritablement un lien de causalité dans ce cadre. C'est-à-dire que la faute est génératrice du préjudice, si vous voulez. Alors, sur la responsabilité civile des dirigeants, quand on parlera de faute, on avait vu notamment qu'il y avait la violation légale ou réglementaire applicable à la type de structure sociétaire, violation statutaire et faute de gestion, qu'on verra un peu plus tard. Donc, il faut plusieurs éléments dans la faute, soit une violation légale ou réglementaire, soit une violation statutaire, on avait vu en quoi ça consistait, soit la faute de gestion.
j'attire votre attention sur le fait que la faute de gestion, il n'existe pas de définition légale sur la faute de gestion. La liste n'étant pas exhaustive, on peut citer par exemple, notamment dans le cadre de l'examen où ça peut tomber, une quantité lorsque le dirigeant commande une quantité excessive, commande de manière excessive, voire ultra excessive, il commet une faute de gestion qui est de nature à engager sa responsabilité. Et oui, c'est normal. Essayez de vous imaginer, vous avez un magasin de fleurs par exemple, et vous commandez 1 tonne de fleurs, sachant que d'habitude vous passez 100 pots. Hein. Donc du coup, vous commandez 1 tonne de fleurs, c'est peut-être trop par rapport à l'activité, et le dirigeant et le gérant en particulier pour avoir sa responsabilité engagée sur ce fondement, sur ce dit fondement. Donc l'acte, la faute de gestion peut résulter d'un acte volontaire, hein, d'une imprudence ou d'un acte involontaire, par exemple d'une imprudence ou d'une négligence. Hein. Donc attention, faute, préjudice et lien de causalité, systématiquement, il faudra montrer en la circonstance ces éléments. Alors sur la responsabilité civile des dirigeants, hein, je le dis, je le répète, elle peut être engagée en cas de faute du dirigeant et plus particulièrement en cas de violation de dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés, au type de structure sociétaire, violation statutaire et de faute de gestion. Pour mettre en exergue la responsabilité du gérant, il faudra prouver naturellement une faute. Et la faute, elle est constituée par quoi? On vient de le dire, violation des dispositions légales ou réglementaires, violation légale ou réglementaire, violation statutaire ou faute de gestion. Donc une faute, un préjudice et un lien de causalité. Alors, je le dis, je le répète, la faute, pour mettre en exergue 3 conditions cumulatives doivent être réunies pour mettre en exergue la responsabilité civile du dirigeant. Il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité, étant entendu que la faute peut résulter soit d'une violation légale ou réglementaire, soit d'une violation statutaire, soit d'une faute de gestion. On va faire un exemple d'application. Essayez de vous imaginer, M. Dupuis, gérant de la SARL Marot, procède au recrutement du personnel et plus particulièrement d'un commercial, sans l'accord des associés. Alors j'ai mis en caractère gras, toutefois l'article 12 des statuts de la SARL Marot dispose que l'unanimité des associés est requis pour recruter le personnel. Il s'avère que le recrutement opéré par M. Dupuis apparaît d'une grande médiocrité. Hein. C'est-à-dire que certainement le commercial manifestement ne travaille pas et ne fait en tout cas très peu de chiffre d'affaires par rapport aux objectifs qui auraient pu être fixés aux clauses de quotas ou de résultats. Hein. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'acte effectué par M. Dupuis est-il valable? En fait, la réponse est oui, hein, on va le répondre de manière succincte, puisqu'en fait, on a violé les statuts. Et qu'est-ce qu'on avait dit auparavant? Que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, elles ne concernent pas les tiers, donc de ce fait, l'acte est valable, ça ne pose pas de problème dans ce cas. Néanmoins, M. Dupuis peut-il voir sa responsabilité engagée? Alors, quand est-ce qu'il peut le voir, sa responsabilité engagée? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'il fallait une faute, un préjudice et un lien de causalité. Et la faute, elle est constituée de quoi? De la violation légale ou réglementaire, violation statutaire ou de la faute de gestion. Donc, de ce fait, M. Dupuis pourra avoir sa responsabilité engagée, hein, on le voit notamment parce qu'il y a bien une violation statutaire. Néanmoins, est-ce qu'il y a un préjudice? La réponse est oui, il y a un préjudice. Pourquoi? Parce que le recrutement opéré par M. Dupuis apparaît d'être d'une grande médiocrité. Donc vous savez très bien qu'il y a un préjudice subi par la société, puisque forcément il y a une faute de la part de M. Dupuis, une violation statutaire constituée d'une violation statutaire. Il y a un préjudice matériel subi par les associés et il y a également, ou à tout le moins en tout cas, un préjudice matériel et un lien de causalité. C'est la faute qui génère le préjudice. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci sur ce principe. M. Dupuis pourra avoir naturellement sa responsabilité engagée. Alors on ne va pas répondre de cette façon, hein, naturellement. On va d'abord poser la question de droit. Quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du gérant dans la SARL? Donc la règle de droit, la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée dès lors que 3 conditions cumulatives se trouvent réunies. Une faute, c'est-à-dire constituée soit d'une violation légale ou réglementaire, une violation statutaire et une faute de gestion. Hein, et je l'ai mis, me semble-t-il, en caractère vert, hein, en caractère gras. Un préjudice et un lien de causalité.
en l'espèce, au regard des circonstances de fait et de droit, il s'avère que M. Dupuis a procédé à violation statutaire. Il a bien procédé à une violation statutaire, et plus précisément de l'article 12 des statuts, en décidant de procéder seul au recrutement du dit commercial. Par ailleurs, cette faute, constituée par une violation statutaire, est de nature à causer un préjudice dès lors que le recrutement opéré par le gérant M. Dupuis s'avère médiocre. Il en résulte donc, on conclut, que M. Dupuis pourra avoir sa responsabilité civile et engagée dès lors que les dites conditions se trouvent réunies. Donc vous voyez, en fait, systématiquement, retenez qu'il faut une faute, violation légale ou réglementaire, violation statutaire ou faute de gestion, mais également un préjudice et un lien de causalité. Et en l'état, en fait, c'est bien la faute qui a généré le préjudice. Donc dès lors, le lien de causalité paraît naturellement fondé, hein, paraît en fait fondé. Donc la faute de gestion, je vous ai dit en fait qu'il n'existait pas de définition légale portant sur la faute de gestion. Néanmoins, elle peut être en fait constituer un acte involontaire ou un acte volontaire. C'est-à-dire c'est soit une imprudence ou une négligence, soit une tromperie. La faute de gestion peut se caractériser comme une imprudence ou une négligence ou au contraire un acte volontaire, c'est-à-dire une tromperie. Alors il n'existe pas naturellement comme il n'y a pas de définition également, il n'existait pas, la liste n'étant pas exhaustive, on va citer quelques exemples et je vous demanderai véritablement de les retenir, notamment le principe de la commande excessive. Essayez de vous imaginer, vous commandez énormément par rapport au volume de l'activité, le gérant va avoir sa responsabilité engagée sur les dits fondements d'une faute de gestion. Hein. Donc non-paiement des cotisations sociales, et alors même que la situation permet de procéder au dit paiement, hein, c'est-à-dire que vous justifiez d'une trésorerie suffisante pour payer les cotisations sociales et vous ne le payez pas. Donc ça peut caractériser une faute de gestion. Ça peut être constitutif d'une faute de gestion. La commande excessive, les fraudes fiscales, les commissions distribuées aux tiers non justifiées, hein, les absences d'informations suffisantes portant sur la gravité de la situation financière de l'entreprise. Donc vous voyez, hein, il y a quand même pléthore de fautes de gestion. Comment les reconnaître? C'est soit un acte volontaire, soit un acte involontaire. Vous voyez en fait que c'est quand même relativement large dans son ensemble, dans son appréhension, mais généralement à l'examen, retenez surtout que la commande excessive est de nature à causer un préjudice à la société et constitue en fait une faute de gestion. On va faire un exemple d'application hein, d'un cas pratique. Le capital de la SARL Fleur est réparti de la manière suivante. Jean est gérant, il dispose 60 parts. Franck dispose de 20 parts et Julie a 20 parts. Franck et Julie apparaissent désabusés par la quantité plus qu'excessive commandée par Jean. Vous voyez, en fait, il a commandé une quantité de fleurs trop importante. J'attire votre attention sur le fait que ces commandes excessives, ça doit vous faire tilt, c'est une faute de gestion et il souhaite vous consulter pour savoir s'il y aurait matière à engager la responsabilité de Jean. Et la question, c'est la responsabilité de Jean peut-elle être engagée? Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour mettre en exergue la responsabilité du dirigeant, c'est la question de droit, c'est quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité du gérant dans la SARL. Donc la responsabilité peut-elle être engagée? Vous êtes bien dans une SARL, Jean est gérant et il a commandé Jean une quantité excessive. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, sur ce principe. Il a commandé une quantité excessive, donc c'est une faute de gestion. Et la règle de droit, c'est que la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée dès lors que 3 conditions cumulatives se trouvent réunies. Une faute constituée en l'occurrence soit par une violation légale ou réglementaire applicable au type de structure sociétaire, une violation statutaire et une faute de gestion. Également, vous avez un préjudice et un lien de causalité. Et l'application en l'espèce, on pourra dire, en l'espèce, au regard des circonstances de fait et de droit, il s'avère que M. Jean a procédé à une commande excessive de fleurs. Il aurait de ce fait commis une faute de gestion. Cette faute de gestion est de nature à causer un immense préjudice dès lors que l'excès de la quantité commandée de fleurs apparaît, le préjudice apparaît d'autant plus élevé que les fleurs apparaissent être une denrée périssable, si vous voulez. Il en résulte donc que M. Jean, pour avoir
sa responsabilité engagée par les autres associés dès lors que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des dirigeants se trouvent réunies. Vous voyez, il y a bel et bien une faute de gestion, il y a bel et bien un préjudice et il y a un lien de causalité. Donc systématiquement, retenez systématiquement dans la règle de droit, vous devez énoncer violation légale ou réglementaire, violation statutaire et faute de gestion. Alors, sur le rappel, sur les rappels des conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant, vous devez avoir une faute qui est une violation légale ou réglementaire, une violation statutaire ou une faute de gestion, et également un préjudice et un lien de causalité. Alors, sur les différents types d'actions dans la SARL, la SNC et la SA, on va voir notamment qu'il existe deux types d'actions en fonction du préjudice. Soit le préjudice est personnel, et auquel cas on parlera d'action personnelle, soit le préjudice est social, c'est-à-dire subi par la société, on parlera dans ce cas-là de l'action sociale. L'action peut être exercée par une personne, c'est-à-dire un associé ou un tiers, suite à un préjudice personnellement subi. Et c'est au demandeur qu'incombe la charge de la preuve. C'est-à-dire que la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire que c'est l'ancien article 1315, me semble-t-il, du Code civil, qui dispose en tout cas que celui qui en tant que demandeur fait valoir une prétention doit apporter la preuve de ce qu'il allègue. C'est-à-dire que c'est celui qui a manifestement qui a pris l'initiative d'introduire le procès qui doit prouver, c'est-à-dire le demandeur doit prouver ses allégations dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc c'est au demandeur qu'incombe la charge de la preuve. Et l'action sociale, elle peut être exercée par un ou plusieurs associés en raison du préjudice subi par la société. Si elle est effectuée par seulement un associé, on parlera d'action ut singuli. L'action étant tentée par un associé à l'égard des dirigeants de la société, elle vise à obtenir des dommages-intérêts pour le compte de la société. Et si effectivement il y a plusieurs associés, cette action est soumise à un certain pourcentage de détention du capital social. C'est-à-dire qu'un groupe d'associés ou d'actionnaires peut intenter une action sociale sous réserve de représenter un pourcentage représentant au moins 10% du capital de la société dans la SARL et la SNC. Et dans les plus grandes structures, c'est 5%. Donc retenez 10% SARL et SNC. Et dans la SA, c'est 5%. Généralement, la SA est une plus grosse structure. Donc retenez que on en demande un peu moins de pourcentage. Donc 5% dans la SA. Je vous dis ça parce qu'il y en a certains des fois qui opèrent la confusion. C'est bel et bien 10% pour la SARL et la SNC. Donc vous voyez en fait qu'il y a deux types de préjudices. L'action personnelle, l'action sociale. L'action peut être exercée par une personne suite à un préjudice personnellement subi. Et l'action sociale, c'est suite à un préjudice subi par la société. Subi par la société, étant entendu qu'il existe l'action si on n'a qu'un seul associé. Il n'y a qu'un seul associé, on parlera d'action sociale ut singuli. Et dans le cas contraire, s'il y a un ou plusieurs associés, un groupe d'associés, on parlera d'action ut universi qui est soumis à un pourcentage de détention du capital qui est de 10% dans le cadre de la SARL et la SNC et de 5% dans le cadre de la SA. Donc retenez ce tableau, je vous en prie, apprenez-le parce que ça tombe quand même relativement souvent à l'examen. Action personnelle, c'est un préjudice personnellement subi par un associé ou un tiers. Et action sociale, c'est un préjudice subi par la société qui peut être soit l'action ut singuli, soit l'action ut universi. Avec un groupe d'associés, 10% dans une SARL et SNC, 5% dans la SA. La prescription est de 3 ans et le point de départ de la prescription correspond au fait dommageable ou de sa révélation. Alors, sur la responsabilité fiscale, vous avez en vertu de l'article L267 du livre des procédures fiscales, le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de l'imposition, notamment lorsqu'il est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions. Vous voyez en fait systématiquement lorsqu'il y a des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire lorsque vous ne payez pas, et vous voyez notamment qu'il y a un recoupement avec la faute de gestion, puisque la faute de gestion, on peut très bien, lorsque l'on ne paye pas des cotisations sociales, alors que la situation de la trésorerie permet effectivement d'honorer
pareille dette, et bien justement, ça peut être constitutif d'une faute de gestion, mais retenez également que ça peut être constitué d'une responsabilité fiscale, mais je vous demanderai de ne pas vous y appesantir trop dessus, en tout cas. Alors, sur la responsabilité pénale du dirigeant, on va faire quelques éléments. Le gérant est soumis à une responsabilité pénale, notamment en cas de répartition de dividendes fictifs, abus de bien social, c'est-à-dire abus du bien et du crédit de la société, abus de confiance, faux usage de faux, escroquerie, recel, présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Et on veut s'appesantir uniquement sur les dispositions du code pénal, c'est-à-dire l'abus de confiance, le faux usage de faux, l'escroquerie et le recel. Et on va voir en fait c'est quoi une infraction pénale. Alors, sur la caractérisation de l'infraction pénale, elle suppose la réunion de 3 conditions. C'est important, j'attire votre attention sur le fait qu'on étudie effectivement tout ce qui concerne la responsabilité pénale des dirigeants, mais néanmoins, c'est véritablement pour vous donner quelques jalons, quelques bases, et après de nous améliorer dans le temps par la suite, parce qu'on va voir des infractions pénales en long et en large et en travers, au travers de ces différentes séquences de vidéos. Donc, vous devez avoir, suppose la réunion de 3 conditions, un élément légal. C'est quoi l'élément légal? C'est-à-dire que vous devez avoir un texte qui prévoit l'infraction. Un texte doit être prévu qui caractérise notamment l'infraction. C'est l'incrimination visée par l'article du code pénal ou du code du commerce. Donc, c'est le principe de légalité des délits et des peines. Vous voyez, il y a le terme légalité qui vient de légal. Ça sous-entend que c'est un article. Vous devez sortir l'article du code pénal ou un des articles du code du commerce. Élément matériel, infraction de commission ou d'omission. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas en fait ce que c'est une omission ou une commission, et on va le voir un peu plus tard. Élément moral, c'est que l'auteur, normalement, je dis bien normalement, doit avoir agi en toute connaissance de cause, doit avoir en principe. En principe, si c'est une action de commission. Mais si c'est une action d'omission, on ne peut pas, si c'est dû à une négligence ou une imprudence, on ne peut pas caractériser véritablement l'auteur de l'infraction, n'a pas agi forcément de mauvaise foi, mais néanmoins, les tribunaux considèrent qu'il y a une présomption de mauvaise foi au détriment du professionnel. Donc, justement, on le verra un peu plus tard. Donc, retenez systématiquement, principe de l'égalité des peines, c'est l'article du code pénal ou du code du commerce. L'élément matériel, on va le voir, commission ou omission. Et l'élément moral, généralement, c'est l'auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause. On va faire un exemple pour qu'on voit plus clair, si vous me le permettez. D'abord, en fait, on peut dire que l'infraction pénale n'est pas définie par le code pénal. Elle se définit comme une omission ou une commission dont le comportement fait l'objet d'une répression par la loi. La commission, c'est le fait, comme on dit, de commettre. Et l'omission, c'est le fait de s'abstenir, d'oublier de déclarer une infraction, au procureur de la République, par exemple. Essayez de vous imaginer, un commissaire aux comptes, par exemple, on le verra plus tard, voit justement que l'un de ses clients, manifestement, effectue des infractions pénales, et notamment un abus de bien social, c'est-à-dire qu'il prend la carte, le dirigeant, et l'utilise à des fins étrangères, à des fins personnelles, et à des fins étrangères à la société. Donc vous doutez bien qu'il a commis une infraction. Si j'utilise ma carte bleue pour, par exemple, me payer des vacances au soleil, vous doutez bien qu'on ne peut pas le faire. Et comment dirais-je? C'est une infraction de la part du dirigeant de commission, c'est-à-dire qu'il a bien commis une infraction. Il a bien commis une infraction. Tandis que le commissaire aux comptes qui vérifie les comptes, s'il n'informe pas le procureur de la République pour constater ces irrégularités, il ne porte pas la connaissance de ces irrégularités au procureur de la République, il pratique en fait une infraction d'omission. C'est-à-dire qu'il omet de le faire. C'est une infraction pénale, c'est le fait de s'abstenir, d'oublier et de déclarer une infraction. On va voir en fait toutes les commissions d'infraction qui peuvent exister, notamment l'abus de confiance qui est visé par l'article 314-1 du Code pénal, l'escroquerie 313-1, le recel, le faux usage de faux 441-1 et le recel, c'est assez facile, le numéro de l'article, c'est 321
par T321-1 du Code pénal. Donc le recel 321-1 du Code pénal. L'abus de confiance, alors ça je vous le dis, hein, c'est juste à titre informatif. Dans le cadre des infractions pénales, si je vous mets le numéro de l'article, c'est qu'il va falloir l'apprendre. Il faudra apprendre le contenant. Donc l'abus de confiance, c'est quoi? Je le cite à titre purement liminaire, on le verra un peu plus tard. C'est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Hein. Donc l'abus de confiance, c'est le fait de détourner. Hein. Vous retenez le mot détourner. L'abus de confiance, c'est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'escroquerie, c'est l'article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus de qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physico-morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, virgule, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Donc l'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus de qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper. Vous voyez, dans le mot escroquerie, il y a le mot tromper. Et le mot tromper, tromperie. Dans le mot abus de confiance, il y a le mot détournement. Alors je vous demanderai peut-être éventuellement, pour celles et ceux qui veulent gagner du temps, de me mettre en pause et d'apprendre, de commencer à noter ces articles. L'abus de confiance, c'est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'escroquerie, même vous pouvez me mettre en pause directement, l'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus de qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physico-morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, virgule, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Le faux usage de faux, c'est une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice établi de quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Donc le faux usage de faux, c'est une altération frauduleuse de la vérité. Donc retenez-le dans les grands principes, altération frauduleuse de la vérité. Et le recel, c'est le fait de dissimuler, c'est prévu par l'article, retenez en tout cas les numéros de l'article à tout le moins. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire en la transmettant en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également le recel, le fait de détenir en toute connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. C'est le fait de bénéficier en toute connaissance de cause du produit d'un crime ou d'un délit. Et le recel, c'est effectivement une infraction, je dirais donc corrélative, des fois qui est en corrélation avec une infraction. De toute façon, retenez systématiquement ces éléments, juste les notes à titre, non pas anecdotique, mais à titre indicatif, parce qu'on va avancer, on va le revoir énormément dans le cadre général de ce cours. Donc l'infraction d'abus de confiance est constituée dès lors que trois conditions se trouvent réunies. L'élément légal, l'article, vous avez vu que c'était le 314-1 du Code pénal. L'élément matériel, le détournement a lieu dans un cadre contractuel causant un préjudice à la victime. Essayez de vous imaginer, vous avez un banquier, un banquier indélicat. Vous avez une somme d'argent, d'accord, et vous êtes d'accord avec moi que le banquier peut utiliser des fonds à des fins étrangères auxquelles ils étaient destinés. C'est-à-dire qu'il peut des fois, des banquiers indélicats, ça se peut, c'est suffisamment peut-être rare pour être souligné. Alors je ne sais pas, je ne vous donnerai pas mes a priori à ce sujet, mais essayez de vous imaginer un banquier. Il vous prélève de l'argent sur son compte, sur votre compte directement. Il vous prélève de l'argent. Il s'avère que ces frais sont illégaux. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a utilisé les fonds à des fins étrangères auxquelles ils étaient prédestinés, puisque vous lui avez remis les sommes uniquement pour conserver dans votre compte et on vous prélève de l'argent, quelques frais légaux. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un abus de confiance, parce qu'on a détourné
le détournement a lieu dans un cadre contractuel causant un préjudice à la victime. Hein, on a bien un contrat entre vous et le banquier, et il y a un détournement, c'est-à-dire que les fonds ont été utilisés à des fins étrangères auxquelles ils étaient prédestinés. Et l'élément moral, l'auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause. Si vous avez toute connaissance de cause, c'est que forcément, vous avez l'exemple du banquier. Le banquier, par exemple, s'il agit en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on l'avertit au préalable qu'il commet un abus de confiance et qu'il risque une peine d'emprisonnement et une amende, normalement, il devrait restituer l'argent, surtout si c'est des frais illégaux. Donc ça, c'est un abus de confiance. On va faire un exemple d'application pour que vous ayez plus clair. Monsieur X part en voyage de noces en Thaïlande avec sa compagne. Alors vous avez Monsieur X qui est dirigeant d'une société, de la SARL Maro, et part avec sa compagne à l'étranger, et le commissaire en compte est Monsieur Dupont. Question, est-ce que Monsieur X commet une infraction? Il utilise sa carte à des fins étrangères auxquelles ils étaient destinés et à des fins purement personnelles. Donc c'est ce qu'on appelle un abus de bien social. Donc on appelle ça abus de bien social. Je note ABS. Abus de bien social. Donc c'est constitutif d'un abus de bien social. La compagne, selon vous, est-ce qu'elle risque quelque chose? Parce que ce serait trop facile. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'article sur le recel? Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également le recel, le fait de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Et le fait de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur X? Il a commis une infraction. Et est-ce que Madame la compagne, est-ce qu'elle bénéficie du voyage? La réponse est oui. Est-ce que cela provient d'un crime ou d'un délit? Ben oui. Alors, normalement, c'est ce qu'on a, je dis bien normalement, elle commet un recel d'ABS, d'abus de bien social. Vous voyez, je vous ai dit que normalement, le recel, souvent, est en tout cas, est systématiquement une infraction en corrélation avec une autre infraction. Donc, on parlera de recel d'abus de bien social. Si ça veut provenir d'un vol, ce serait recel de vol. Vous achetez un bien sur un site d'annonce, vous savez que ce bien a été volé et vous le revendez, vous pouvez être accusé de recel de vol. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Donc, selon vous, on va revenir à notre cas pratique. Sauf à considérer en considérant que Madame X était au courant que Monsieur X a payé avec sa carte bancaire de la société. Si elle est au courant, c'est que forcément, elle aura agi en toute connaissance de cause, donc elle pourra être inquiétée. Mais mettons le commissaire aux comptes, Monsieur Dupuis. Donc ça, c'est quoi? C'est des infractions de omission ou commission? C'est des infractions de commission, puisqu'on a commis l'infraction. On a commis l'infraction. Mais Monsieur Dupont, le commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il doit faire? Le commissaire aux comptes, il doit révéler ses faits, ses irrégularités au procureur de la République. S'il ne le fait pas, il est en cours. Est-ce que c'est une infraction de commission ou d'omission? C'est une infraction, oui, tout à fait, d'omission. C'est-à-dire que omission, il a omis d'informer le procureur de la République. S'il le fait, il ne commet pas d'infraction, mais s'il ne le fait pas, le procureur de la République peut être inquiété, le commissaire aux comptes peut être inquiété parce que justement, il a une obligation de révéler des faits délictueux au procureur de la République. Donc, Monsieur X a commis un abus de biens et du crédit de la société. Madame X s'accompagne, c'est un recel d'abus de biens sociaux. Et l'acte d'omission, je vous le dis, je vous le répète, Monsieur Dupont, s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, lorsque le commissaire en compte constate des irrégularités, il doit les dénoncer au procureur de la République. S'il ne le fait pas, il commet manifestement une infraction pénale
et l'auteur ne doit pas avoir agi en toute connaissance de cause dans ce cas-là. C'est l'un des principes sur l'action d'omission. Donc on va faire une synthèse sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile. Conditions de mise en jeu, retenez-le bien, je vous en prie. La faute est constituée par une violation légale ou réglementaire, violation des statuts, faute de gestion. Il faut également un préjudice, un lien de causalité, également l'action en responsabilité de l'action personnelle ou l'action sociale. Si le préjudice est personnellement subi par un associé ou un tiers, on parlera d'action personnelle. Et si l'action sociale, préjudice subi par la société, on parlera d'action ut singuli et d'action ut universi. Si l'action est effectuée par un seul associé ou actionnaire, on parlera d'action ut singuli. S'il est effectué par un groupe d'associés ou d'actionnaires, ils doivent disposer au moins 10% de capital dans la SARL et la SNC et 5% dans la SA. Voilà, j'espère en tout cas que ce cours aura été assez clair, assez profitable. Retenez également la responsabilité pénale sur l'infraction pénale, mais retenez surtout ces éléments que je vous ai dit, que je vous ai énoncés, parce qu'on va les revoir un petit peu par la suite. Mais néanmoins, l'infraction pénale, je vous rassure, on va revoir énormément les types d'infractions pénales, notamment l'abus de confiance, 314-1, l'escroquerie, 313-1, le recel, le faux usage de faux, 441-1 et le recel, 321 par T, 321, 321-1 du code pénal. Retenez également que l'infraction pénale suppose la réunion de conditions, l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral et surtout qu'il y ait une infraction normalement de commission d'omission et il va falloir la caractériser, mais on le verra un peu plus tard dans le cadre général de ce cours. Voilà, j'espère en tout cas que ce cours aura été assez clair, assez profitable. Je vous remercie en tout cas immensément de votre attention. Je vous remercie à toutes et à toutes de laisser quelques commentaires sur la page web, voire des messages. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.